Alors, je suis très heureuse de la tenue de cette séance. C'est un projet qui s'est formé dans ma tête depuis un certain temps. Au fur et à mesure de la conscience que j'ai prise de l'ampleur du renouvellement historiographique qu'il y avait eu en histoire des mathématiques et dont avaient bénéficié les études sur les mathématiques, plus particulièrement en France et plus particulièrement dans une entre-deux-guerres qui est de 1870 à 1914. Et cette conscience, je l'ai prise de façon forte à l'occasion de la réédition de mon livre sur la France mathématique que j'avais écrit en 1991, que la SMF m'a demandé de rééditer, que j'ai donc dû relire. C'est une épreuve de se relire à autant d'années, peut-être très vite déjà, mais à autant d'années de distance. Et donc de prendre la mesure de tout ce qui avait pu bouger et du nouveau regard que je portais, mais que je portais grâce aux travaux de tous. Et donc, j'ai tenté, dans la préface que j'ai faite à la nouvelle édition, de faire un point sur ce renouvellement et de mettre en valeur ce qui, moi, m'apparaissait comme des résultats, des enquêtes, des apports méthodologiques importants. En fait, depuis le début des années 90, les historiens des mathématiques ont beaucoup bougé dans la façon dont ils posent les questions et dans le type de questions qu'ils posent. Ils ont élargi et transformé le spectre et la nature même de ces questions. Ils se sont intéressés, et il faut remonter jusqu'aux années 80-90 pour voir l'importance du renouvellement. Ils se sont intéressés aux enjeux institutionnels, aux enjeux sociaux, culturels des mathématiques, et ils ont mis à leur agenda, et c'est une chose forte, l'étude de diverses pratiques mathématiques dans un temps donné, et donc se sont ouverts à toute une série de nouveaux fronts mathématiques, de nouvelles scènes mathématiques, de nouveaux acteurs mathématiques. Plus récemment, il y a une deuxième couche, un deuxième niveau, avec la constitution et l'exploitation de bases de données, d'auteurs, de textes, avec l'utilisation de nouveaux outils bibliographiques. Dans les années 90, les Fortschritte, ils n'étaient pas numérisés. L'ensemble des outils bibliographiques, enfin une grande partie des outils bibliographiques et des revues aujourd'hui numérisées ne l'étaient pas. Et cela permet un traitement systématique de larges corpus d'articles. Et du coup, les historiens des mathématiques, en utilisant cette ressource, ont montré encore plus les limites de récits qui s'appuyaient trop souvent sur les seuls parcours de certaines figures emblématiques. Pour cette séance, il m'a fallu choisir, et j'ai invité à parler dans la première partie comme dans la partie sur la table ronde, plusieurs des collègues dont, pour moi, les apports sont au tout premier plan de ce renouveau historiographique et que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Dans la première partie, il y aura Laurent Rollet, à qui j'ai demandé d'intervenir sur un point qui me semblait par rapport à une scène parisienne. Et puis Frédéric Breschenmacher qui, lui, interviendra sur ce que ses apports ont donné dans un domaine mathématique, dans la recherche sur un domaine mathématique particulier, qui est l'algèbre. Pour la table ronde, j'ai demandé à Jérôme Auvinet, qui alors en plus, Jérôme Auvinet, c'est à partir de la SMF, donc l'outil que moi j'avais utilisé
pour faire mon ouvrage et dont il a fait quelque chose de radicalement nouveau et différent en travaillant à partir des comptes rendus des conseils, à partir de ce qu'était la SMF, des choses qui étaient publiques de mon temps, mais auxquelles je ne m'étais absolument pas intéressée, donc qui a réussi à faire surgir une figure qui n'est même pas dans la France mathématique, qui est Lézan, Charles Lézan, et à reconstituer les réseaux. Donc il y a toute cette approche nouvelle dont j'ai demandé à Jérôme de parler. Autre intervenant de la table ronde, Renaud d'Enfer, qui lui a mis en avant un monde totalement ignoré dans la France mathématique et qu'aujourd'hui, j'espère, on ne pourrait plus ignorer, qui est le monde de l'ordre primaire, le monde d'un enseignement qui n'est pas celui réservé aux élites qui vont aller ensuite soit à Polytechnique, soit à l'école normale. Et puis enfin, avec Costas-Chatis, qui n'est pas encore arrivé, la mise en avant d'un domaine mathématique et d'acteurs mathématiques que là aussi, enfin, il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas d'attention à ces secteurs. Et autre personne inconnue de la France mathématique de 91, Maurice Docagne, quand même, c'est sur les questions du calcul graphique. Donc si on prend ces trois noms, enfin pour le primaire, j'ai pas de nom, mais si on prend ces trois morceaux, on voit à quel point l'image et le regard sur les mathématiques en France, ses acteurs, ses pratiques, ses domaines, les contenus, a pu bouger. Avant de leur donner la parole, je voudrais revenir très très brièvement pour présenter à ma façon les renouvellements que je pense avoir été décisifs et qui, pour moi, ont changé le regard que je peux porter, au point que pour la réédition de la France mathématique, ça n'avait aucun sens que je retravaille le manuscrit d'origine, sauf à tout détricoter, mais en revanche, ça avait du sens de mettre en écho les richesses, il y en a quand même, et les impasses, et les faiblesses, et les pans auxquels je ne m'étais pas intéressée de l'activité des mathématiques, sur les mathématiques en France et en mathématiques en France. Le premier pan, la première chose, c'est aujourd'hui une inscription beaucoup plus forte dans la dimension sociale et culturelle de l'histoire. Je ne vais pas donner de nom parce que j'en oublierai, et puis je veux parler lentement, enfin je veux parler brièvement, pas lentement, mais brièvement. Et si j'ose, ce sont des choses que j'ai développées dans la préface à la réédition. Mais donc, cette inscription sociale et culturelle beaucoup plus forte, une inscription qu'on doit aux travaux d'historiens, d'historiens de la culture, d'historiens de l'enseignement, et puis qu'on doit au fait que ces deux domaines de l'histoire et de l'histoire des sciences et de l'histoire et de l'histoire des maths, et certains dans la salle l'illustrent aujourd'hui, sont beaucoup plus étroits maintenant. Il y a un travail beaucoup plus étroit. Ça a amené un changement de titre pour la France mathématique qui, dans la réédition, s'appelle la France des débuts de la Troisième République. Donc il y a la mention d'un cadre historique identifié. Et la France de la Troisième République, c'est d'abord le temps de la France de la Troisième République et tout un travail qui a été fait par des historiens des mathématiques sur les élites. Ces élites mathématiques et ces élites de la France mathématique, avec également le rôle que jouent les mathématiques dans les élites. Un rôle qui est on ne peut plus modeste, une fois qu'on sort de l'intérieur même de notre regard mathématique. Autre élément de la France de la Troisième République, le primaire. C'est quand même la France de Jules Ferry, la Troisième République, les débuts, les premières décennies. Donc ce monde de l'ordre primaire, primaire élémentaire, primaire supérieur. Et puis, dernier point du temps de cette histoire culturelle, sociale, pour le temps de la Troisième République, la naissance des intellectuels. Et beaucoup des acteurs de la France mathématique ont fait partie de ce mouvement de la naissance des intellectuels.
Maintenant, la France de la Troisième République comme espace. D'abord, on s'est ouvert collectivement au territoire tout entier. Et il y a eu une reconsidération du tropisme parisien trop poussé, qui était le mien quand j'ai fait la première édition. Et ça a apporté donc toute une série de travaux qui ont été faits sur des lieux, dont Nancy, mais pas que Nancy, et sur une attention à l'échelle locale, et non pas centralisée, une attention à l'échelle locale que d'autres collègues pouvaient avoir dans d'autres pays, mais que nous, en France, avec notre histoire, on a mis plus de temps peut-être à cultiver. Autre dimension, à mon avis, du renouveau historiographique, la question du cadre national. C'est une question que je ne me suis absolument pas posée dans la première édition, que j'ai pris comme une évidence dans laquelle je m'inscrivais. Et donc, la question du cadre national a été profondément réinterrogée, alors à l'aide de plusieurs types de travaux, à partir de l'étude de domaines particuliers, déjà. Alors moi, j'ai fait ça pour la théorie des ensembles. Il y a eu la théorie des nombres, et puis avec Catherine Goldstein, et puis il y a l'algèbre dont Frédéric va parler. Mais il y a eu une autre façon de réinterroger le cadre national, c'est à partir des itinéraires d'acteurs, de biographies d'acteurs. Il n'existait pas, le genre biographique n'était pas un genre dont les historiens des mathématiques s'étaient emparés dans les années 90 et même au début des années 2000. Et la façon dont les acteurs auxquels on s'est intéressé collectivement, enfin, auxquels certains d'entre nous se sont intéressés, la diversité des scènes qui ont été mises en évidence à ce moment-là, la façon dont on voit à quel point les acteurs co-construisent leurs scènes et que le cadre national n'est pas un cadre extérieur à tous ces acteurs, tout ça sont des choses qui ont fait profondément bouger ma conscience, en tout cas, de cette question du cadre national. Et on est arrivé je crois que nous sommes arrivés à l'idée, alors l'expression n'est pas de moi, elle est de Benoît Lelong, d'une cartographie différentielle de la France mathématique. Et donc de reposer autrement les questions des fronts de recherche, les questions des acteurs, les questions des pratiques, les questions des lieux, et entre autres la question des centres, du centre ou des centres et des périphéries, en pensant par exemple que Paris a ses périphéries. Elle a ses périphéries mathématiques, le CNAM, par exemple, qui ne fait pas partie de la première édition de la France mathématique. Et puis, elle a ses périphéries historiographiques, qui sont des moments, qui sont des impasses, qui ont été des impasses importantes. Enfin, dernière chose, et j'en aurai fini, je crois qu'on a pris collectivement conscience d'une autre question qui est la façon de penser la modernité. Là encore, question que je ne m'étais absolument pas posée en travaillant sur la première édition de la France mathématique. Et la modernité qui s'est complexifiée et que j'ai décrite dans la préface à la nouvelle édition en 3 morceaux, en 3 dimensions. Une modernité industrielle et économique. Moi, j'en ai pris conscience en travaillant sur l'histoire de l'enseignement, mais elle se traduit dans des tas de domaines et elle impacte les mathématiques et la France mathématique, bien sûr. Une modernité culturelle et puis une modernité mathématique qui a été largement discutée depuis une quinzaine d'années, disons une dizaine d'années, mais qui ne se posait pas, là encore, au moment de la France mathématique. Cette question n'était pas à l'ordre du jour, tant elle était évidente, tant on se plaçait dans une conception de la modernité évidente à la suite de Bourbaki et à la suite des domaines dans lesquels se cultivaient les mathématiques par les mathématiciens
à ce moment-là, des années 80 et 90. Donc voilà ce que je tenais à présenter. Et je donne donc maintenant la parole à Laurent, qui va avoir ou à mettre le micro-cravate ou à prendre le micro.